je poursuis avec la troisième capsule de la deuxième semaine du cours de traitement thermique. Donc, je rentre de plein pied dans les outils des aciers en ce qui a trait au refroidissement continu. Donc, on connaît bien maintenant les courbes TRI, transformation refroidissement isotherme. Je m'en suis servi aussi pour commencer à intégrer le principe de refroidissement continu. Les courbes TRI sont précises, donc on obtient autrement dit, elles sont précises dans le temps des débuts de transformation et des températures si elles sont utilisées pour les opérations de trempe étagée. Donc, ça arrive en industrie là, pour aller chercher des caractéristiques mécaniques, certains aciers, où on va recourir aux trempes étagées exactement de la même façon qu'on le fait dans le laboratoire, là, dans la première séance de laboratoire, là, en sortant les pastilles du four, en les immergeant rapidement dans le bain de sel, en les maintenant à une température donnée et en complétant le refroidissement par une trempe. Donc, pour obtenir des microstructures précises ainsi que des duretés précises, les trempes étagées, ça permet un bon compromis entre résistance mécanique et ténacité pour certaines utilisations. Donc, par contre, les diagrammes TRI, ben, elles sont imprécises. Les courbes TRI ou les diagrammes sont imprécis si elles sont utilisées pour les refroidissements en continu. Comme on le fait dans la capsule précédente, là, j'avais tracé des courbes de refroidissement à travers des courbes en TRI, mais c'est pas précis. Il y a des erreurs de plusieurs secondes sur les plusieurs degrés Celsius lorsqu'on veut savoir la température et le début de la transformation, ainsi que surtout les phases qu'on va obtenir, le pourcentage des phases. Donc, c'est pas très précis. Ça peut donner une idée, mais ça donne pas de précision dans un contexte où le refroidissement il est continu. Pourquoi? Pourquoi que c'est imprécis? Bien, parce que la vitesse de diffusion du carbone, on sait que ça dépend de la température de l'acier, mais si on fait un refroidissement continu, donc la température baisse constamment, c'est donc dire que le pouvoir de diffusion du carbone lors du refroidissement continu, le carbone est diffuse, sa vitesse et sa capacité de diffuser baissent aussi constamment. Donc c'est un petit peu comme s'il ralentissait. Comme si en voiture, là, mettons, vous roulez à 100 km/h, là, ça c'est le carbone à haute température, puis là, on met la pièce, on trempe la pièce, et ce qui arrive, c'est que là, le carbone, lui, qui diffusait très bien dans les secondes où la température était très élevée, lorsque l'acier refroidit constamment, mais le carbone, sa vitesse décélère. Il y a une décélération sur sa vitesse de fusion. Donc, de la même façon que lorsque vous êtes en voiture, vous roulez à 100 km/h, et puis là, vous devez freiner. Donc, vous prenez une sortie d'autoroute, fait que vous ralentissez, ralentissez, ralentissez jusqu'à freiner complètement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit atome de carbone avec des roues, là. Donc, pour rappeler que le carbone est diffuse, donc il va à une certaine vitesse. La température qui diminue, le refroidissement continu crée un retard supplémentaire pour l'apparition des phases d'équilibre parce que le carbone est obligé d'arrêter dans sa diffusion. Donc, le carbone, il diffuse avec ses petites routes, avec ses roues. La température baisse. Et puis là, ben, ça le fait ralentir et arrêter. Là. Un peu comme s'il rencontrait un policier qui lui demandait d'arrêter. Voilà. Donc, et là, ben, aussi, l'autre chose qu'il faut se tenir compte en parallèle à ça, ce que vous voyez ici, c'est une courbe de refroidissement. Et remarquez l'échelle de temps, elle est linéaire. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, ça va jusqu'à 50 secondes cette fois-ci. Ça, c'est un exemple de courbe lorsqu'on trempe un acier d'une certaine taille. Là, vous avez le refroidissement, courbe de refroidissement à cœur. Donc, ça veut dire au centre d'échantillons trempés dans l'eau froide à 24 degrés C, sans agitation. C'est tout simplement une courbe qui montre l'influence de la température du milieu de trempe. Là. C'est pas important pour tout de suite là, de voir ça. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais juste vous montrer la forme des courbes lorsqu'on place une vitesse, une variation de température en fonction du temps lorsque le temps il est sur une échelle linéaire. Donc vous voyez la forme de la courbe que ça prend là, c'est comme une banane.
Et puis là, ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand la différence de température est grande, donc pendant le moment où la température de l'acier est élevée, donc jusqu'à peu près là, environ là, 800 degrés Fahrenheit, jusqu'à 400 degrés C environ, 400-350 degrés C, on voit que la baisse de température, elle est très rapide. Mais lorsque la température devient de plus en plus basse, ben, la vitesse du refroidissement elle diminue progressivement, de manière logarithmique. Donc on voit qu'il y a une courbe là, c'est pas linéaire, c'est une courbe. Donc ça c'est le carbone qui ralentit de plus en plus là. Non, c'est pas le non, c'est pas le carbone, c'est-à-dire c'est la température là dont la chute baisse, la variation de température diminue de plus en plus. Pourquoi? Ben ça répond à une loi en physique. La loi de transfert de chaleur, là, la quantité d'énergie qui sort du métal par seconde dépend de la différence de température entre l'acier lui-même et le milieu de trempe. Donc, puisque l'acier, ben, sa température baisse progressivement, l'écart qui la sépare par rapport à la température de l'eau diminue, et donc le flux thermique, là, il diminue, donc la variation de température diminue aussi. Donc, ça donne la forme que vous voyez là, là. Bon, mais là, on sait que dans les diagrammes TRC, TRI, et ça va être aussi pour les TRC, le temps, lui, il est sur une échelle logarithmique. Pourquoi? Parce que pour achever souvent des transformations à l'équilibre, ça se fait, c'est très très long. Donc, on peut pas utiliser des graphiques sur donc, autrement dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les premières secondes, dans les premières minutes, mais il y a d'autres choses qui se passent aussi dans des temps beaucoup plus longs. Fait qu'on peut pas faire des graphiques de diagrammes TRI, TRC avec des échelles de temps linéaires parce que les graphiques, ils seraient beaucoup trop gros, ça ne rentrerait pas dans les cahiers et dans les livres. Bon, c'est pour ça qu'on met ça sur une échelle logarithmique. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on met la courbe de refroidissement que vous voyez ici sur une échelle linéaire, puis qu'on place cette même courbe-là sur une échelle de temps logarithmique, ben la courbe, la forme change. Donc la courbure, elle se fait dans l'autre sens, comme ça. Donc les courbes de refroidissement, comme je vous ai montré avec les courbes de la capsule précédente, là, je ne vous avais pas expliqué pourquoi que c'était courbé de cette façon-là, mais quand on met le temps sur une échelle logarithmique, la courbure change de côté, change de sens. Donc ça donne des courbures comme vous voyez ici. Donc voilà. Donc chute de température réelle avec échelle de temps en log. Donc ça, c'est une petite parenthèse là, pour expliquer pourquoi que les courbes de refroidissement ont cette allure-là dans les diagrammes TRI et TRC. Donc, là, je vais vous expliquer pourquoi que c'est imprécis, les courbes TRI en matière de refroidissement continu. Mais regardez, là, je vous présente ici un diagramme TRI. Je crois, ouais, c'est un TRI, puis je pense que c'est celui du 1080, justement, là. Et puis, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se servir de ça pour représenter des courbes en refroidissement continu. On va faire passer des courbes de refroidissement continu à travers. Et là, ce que la courbe théorie nous dit, par exemple, là, si je prends la courbe de refroidissement la plus lente, qui correspond, là, selon ce qui est indiqué sur le diagramme, à 10 degrés Fahrenheit par seconde, celle qui est la plus, la courbe pointillée qui est la plus à droite. Mais selon le diagramme TRI, là, la transformation d'austenite à perlite, parce que donc la courbe touche à la courbe début de transformation, puis si on lit le point que ça donne, là, on est à peu près à 1220-1225 degrés Fahrenheit, ou encore sur l'autre axe, on peut lire qu'on est autour de 675 degrés Celsius, en un temps de 10 secondes. Donc c'est ce que prédit le diagramme TRI. Mais en réalité, c'est pas à cette température-là et à ce temps-là que la transformation d'austenite à perlite va débuter. C'est à une température plus basse et plus tard. Et là, vous avez une courbe rouge là, qui est dessinée. Ça, c'est la vraie courbe de début de transformation réellement. Donc, ça ne correspond pas à la courbe du TRI. Donc, la transformation va en réalité débuter non pas à 675, mais plutôt à autour de 1640 degrés C.
et à un temps plus long, autour peut-être de 20 secondes. Donc, c'est pas précis les diagrammes TRI. Même chose pour la courbe de fin de transformation. Donc, selon la courbe de fin de transformation du TRI, un refroidissement continu à 10 degrés Fahrenheit par seconde, ben, on voit que la courbe croise la courbe de fin de transformation à une température d'à peu près 625 degrés Celsius, 630, et pour un temps d'à peu près une vingtaine à trentaine de secondes. Mais non, en réalité, ça va finir plus tard. Donc, regardez que la courbe, elle croise la deuxième courbe rouge, là, la plus basse. Ça, c'est la vraie courbe de fin de transformation. Elle n'est pas du tout au même endroit que la courbe du TRI. Donc, la transformation va en réalité débuter à une température plus basse, à peu près presque 600, un petit peu moins peut-être, 600 degrés Celsius, et à un temps plus long aussi, à autour de peut-être là, une cinquantaine de secondes. Donc, vous voyez, il y a un délai qui est pas prédit par le diagramme TRI. Le TRI, il est précis lorsqu'on maintient la température en isotherme constamment. Et donc, quand le carbone, finalement, va toujours à la même vitesse, qui est une vitesse de croisière, donc on laisse la température constante dans le bain de sel, par exemple, là, il est précis. Mais quand la température change constamment, là, il est moins précis. Les courbes, les débuts et fins de transformation sont retardés dans le temps et s'effectuent aussi pour des températures plus basses que celles prédites par les courbes du diagramme TRI. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser les courbes TRI pour prédire, pour aller chercher des informations, pour aller chercher de la précision sur des informations sur les transformations de l'acier avec les courbes TRI en refroidissement continu. Ça prend d'autres diagrammes. D'autres diagrammes sont alors requis pour prédire avec précision la microstructure obtenue en fonction de la vitesse de refroidissement en continu. Et là, je vous présente maintenant. Donc, c'est la première fois que vous avez l'occasion de voir ce nouveau diagramme-là, qui, lui, est conçu pour prédire les transformations correctement avec une précision très grande en contexte de refroidissement continu. On les appelle les diagrammes TRC. Donc, transformation, refroidissement continu, dont vous en avez un exemple à l'écran ici. En anglais, c'est CCT, Continuous Cooling Time, Transformation, c'est-à-dire. Donc, ces diagrammes-là permettent de déterminer la microstructure, précisément les pourcentages de phase qu'on obtient lors d'un refroidissement, pour différentes vitesses de refroidissement, dont les courbes sont tracées directement sur le diagramme. Donc, les diagrammes TRC, c'est pas qu'ils sont plus complexes que les diagrammes TRI, c'est juste qu'il y a plus d'informations. Vous avez, dans les diagrammes TRI, vous avez l'axe vertical, TRC, c'est-à-dire, qui représente encore une fois la température. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Le temps est représenté par une échelle logarithmique. Encore là, il n'y a pas de changement par rapport au diagramme TRI. Mais par contre, c'est que là, vous avez une échelle de dureté qui est non pas sur l'axe vertical à droite, comme c'est le cas pour les diagrammes TRI. L'échelle de dureté, cette fois-ci, elle est sur l'axe horizontal. Et les duretés que l'on a, qui sont indiquées, correspondent aux duretés obtenues pour chacune des vitesses de refroidissement qui sont représentées par la série de courbes qui passent à travers le diagramme. Donc, ils sont pratiques, les diagrammes TRC, parce qu'ils nous proposent plusieurs vitesses de refroidissement possibles. Donc, pas toutes à l'infini, mais plusieurs vitesses de refroidissement. À chacune des courbes, pour chacune des vitesses de refroidissement, on peut avoir les pourcentages de phase obtenus lors du refroidissement. Et vis-à-vis la fin de la courbe en bas, lorsque le refroidissement est terminé, il y a une échelle de dureté en Rockwell-C qui nous donne directement la valeur de dureté qu'on obtient pour une certaine vitesse de refroidissement. Donc, voyez-vous, il y a un côté très, très pratique à ces diagrammes-là, parce que dans l'industrie, souvent, ce qu'on veut faire, on veut obtenir le point de départ du traitement thermique, c'est d'atteindre une dureté donnée. Donc, on veut atteindre, par exemple, à 1 pouce de la pièce ou à la surface, on veut, par exemple, obtenir 52 Rockwell-C.
Donc, voyez-vous que les diagrammes tercés sont un des outils, pas le seul, là, mais c'est un outil dont on dispose pour avoir une information de la façon dont le traitement thermique devra s'effectuer. Donc, choix du milieu de trempe, conditions de trempe. On va voir plus tard dans la session comment on peut faire varier avec une certaine précision, aller chercher des vitesses de refroidissement précises en jouant sur les paramètres de la trempe, comme par exemple la nature du milieu de trempe, sa température, son niveau d'agitation. Donc, on peut avoir une idée de quelle courbe de refroidissement doit-on choisir, quel type de refroidissement faut faire pour avoir une dureté désirée. Puis en plus de ça, on connaît les phases qu'on obtient donc, avec le diagramme. Donc on remarque que la dureté obtenue au terme des refroidissements est d'autant plus élevée que le refroidissement est rapide. Hein? Donc, avec l'acier correspondant au diagramme TRC qu'on voit ici, là, ben, la courbe 1, la première qui est à gauche, là, on voit que c'est le refroidissement le plus rapide qui est proposé dans le diagramme. Ben, on est dans l'austenite instable tout le temps. Là. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir que de la martensite, donc la dureté maximum atteignable, qui est dans ce cas-ci, en exemple, 54 QLC pour la courbe 1. Donc là, je vais vous expliquer en détail comment on interprète un diagramme TRC, quelles informations on peut aller chercher. Donc, je vais prendre comme exemple l'étude d'un acier hypoeutectoïde dont la composition chimique elle est mentionnée à droite. Donc, c'est un acier qui contient une certaine partie d'éléments d'alliage. Ça ressemble un petit peu au 4340, mais pas tout à fait parce qu'il n'y a pas assez de nickel pour être un 4340. Ça ressemble plutôt à un 41. Ça se rapproche d'un 4140 selon la composition chimique qui est présentée ici. Là. Donc, on va dire que c'est un 4140 dont vous avez le diagramme TRC qui est là. Donc, chaque phase de l'acier est représentée par une zone du diagramme, comme c'est le cas pour le diagramme TRI. Donc, à ce titre-là, là, il y a des points en commun avec le diagramme TRI, c'est qu'il y a encore des zones qui représentent des phases. Donc, vous avez la zone qui est en vert dans le diagramme qui représente la zone de l'austenite instable. Donc, quand on est là-dedans pendant un refroidissement, là, c'est au début du refroidissement, aussitôt qu'on traverse le solvus AC3, qui est représenté par une ligne juste un petit peu en haut de 800 degrés C, là, donc ici, dans l'exemple, on fait une mise en solution à environ 850. Vous voyez que complètement à droite, là, les courbes de température débutent à peu près toutes à autour de 850, sauf pour la première peut-être, mais en tout cas. Et puis, là, du coup, qu'on passe en haut de AC3, c'est l'austenite stable, que je n'ai pas cru bon de mettre en évidence, mais qui est en haut de la zone verte. Et aussitôt qu'on passe la frontière AC3, donc là, l'austenite devient instable. Elle va donc être susceptible de se transformer éventuellement lors du refroidissement. Mais tant aussi longtemps qu'on est dans la zone verte, donc à plus haute température, l'austenite n'est pas encore transformée. Donc c'est la zone d'austenite instable. Ensuite, tout dépendant de la vitesse de refroidissement, donc il ne faut pas qu'elle soit trop élevée, la courbe va traverser une deuxième zone, donc c'est la zone de ferrite primaire. Donc, c'est un diagramme qui concerne un acier hypoeutectoïde. Donc, si le refroidissement n'est pas trop rapide, on va s'attendre à voir apparaître à partir de l'austenite de la ferrite primaire, comme le diagramme de l'équilibre le prédit d'ailleurs. Donc là, à partir, aussitôt qu'on commence à croiser la première courbe, puis qu'on rentre dans la partie orange, là, ben, il y a de l'austenite qui commence à se transformer en ferrite. Donc, l'austenite, il y a des zones austénitiques qui ont commencé puis qui évacuent le carbone, qui ont évacué le carbone au début du refroidissement, puis que là, il y a presque plus de carbone, ce qui permet aux atomes de fer de se transformer de cubique face centrée à cubique centré. Donc, la ferrite commence à apparaître et à se développer et à augmenter en quantité au fur et à mesure que le refroidissement se poursuit. Ensuite, la zone en mauve, qui est la zone de la perlite. Donc, arrivé à une certaine température plus basse, pour un temps plus long, pendant le processus de refroidissement, l'austenite qui est restante, qui ne s'est pas transformée en ferrite primaire, subit la réaction eutectoïde et se transforme en lamelles de ferrite et cémentite.
Donc, le diagramme TRC peut nous prédire exactement à quel moment. Donc, il s'agit d'aller repérer le point du croisement d'une courbe de refroidissement avec la courbe du début de transformation, la frontière entre la ferrite et la perlite. Puis là, on peut savoir à quelle température exactement et à quel moment ça va s'effectuer. Ensuite, vous avez une zone qui est en forme de casque d'armée militaire de l'armée américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la zone bleue, qui est la zone de la bénite. Ben oui, le TRI, lui, il prédit l'apparition de bénite, mais le diagramme TRC aussi. Donc, quand on passe là-dedans pour des températures plus basses, ben, on forme de la bénite. Et finalement, la zone en jaune, c'est la zone de la transformation martenstique. Donc, quand on passe là-dedans, quand les courbes passent là-dedans, ben, vous allez voir que c'est pas toujours, là, on va voir tantôt, mais euh, c'est le début. Là. Vous voyez que la courbe, c'est une frontière en forme de bâton de hockey. Là. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, pourquoi ça prend cette forme-là. Mais aussitôt qu'on commence à traverser, on change de zone. Ça correspond au MS, qui était symbolisé dans l'axe vertical de température. Dans ce cas-ci, pour cet acier-ci est autour de 350 degrés C. Mais on voit que cette température-là est modifiée pour des vitesses de refroidissement plus lentes. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Et là, quand on passe là-dedans, ben, l'austenite qui n'a pas été transformé, s'il reste encore de l'austenite après avoir, lors du processus de refroidissement, aussitôt que les courbes atteignent le MS, ben là, cette austenite-là va se transformer en martensite. Voilà. Maintenant, on va faire un exemple. On va aller étudier quelques courbes de refroidissement afin de déterminer, d'une part, quelle phase on obtient lors du refroidissement en cation, quelles sont les proportions des phases, puis quelle dureté on va atteindre. Donc, vous voyez, c'est toutes les informations là, principales qu'on peut obtenir à partir d'un refroidissement continu. Donc, si on considère la courbe numéro 1, qui est la première courbe à partir de la gauche, ben, on voit que celle-là, c'est assez rapide. Donc, selon cette courbe, l'acier subit la transformation martenstique. Toute l'austenite est conservée jusqu'au MS, qui est à peu près 350. Et puis là, tout est transformé en martensite pour nous donner une dureté de près 54 OQLC. Donc, le 54 OQLC, là, j'avais déjà mentionné que c'est la dureté de la microstructure. Donc, étant donné qu'on a 100% martensite, c'est donc la dureté de la martensite qui elle-même dépend du taux de carbone. Donc, tantôt, je vais vous expliquer que ça nous permettrait là, de déterminer le taux de carbone de l'acier, cette information-là. La courbe 2, qui est un refroidissement plus lent que la 1, bien, on voit que, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la courbe, elle traverse la zone de la bénite. Hein, on traverse la partie gauche de la bénitique, la bénite. Là. Ça veut dire en passant, là, A plus F plus C, ça veut dire austenite, plus ferrite, plus cémentite. Ça veut dire que quand on est là-dedans, on a la présence de ces trois phases-là, mais la ferrite et la cémentite, ben, c'est la ferrite qui est apparue avant, qui apparaît encore là en traversant ici, mais la cémentite, c'est la cémentite qui apparaît sous forme de forme aléatoire. Dans les carbures de fer, c'est la définition même de la bénite, là, c'est des morceaux de carbure de forme aléatoire dispersés dans la ferrite. Tandis que le A plus F plus C, qui est mentionné complètement à droite du diagramme, ben, c'est le mélange d'austenite plus la ferrite et la cémentite en lamelles. Mais c'est encore aussi de la ferrite et de la cémentite comme de la bénite. Donc, selon la courbe 2, donc je commence à transformer à peu près à une température, l'austenite, lorsqu'il atteint une température de 475 degrés C environ, à un temps correspondant pas mal à 10 secondes, ben, l'austenite commence à se transformer en quoi? En bénite. Donc, on est trop rapide pour fermer la ferrite. Vous remarquez que la courbe, elle évite complètement, elle ne traverse pas la zone de la ferrite primaire, encore moins celle de la perlite, de sorte que c'est de la bénite qui va apparaître. Et lorsque on traverse, on atteint finalement le MS, il y a un 2 qui est inscrit à côté de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, ça veut dire qu'il y a 2% de bénite de formé. Donc, les chiffres qu'on voit à côté des courbes à différents endroits, c'est les phases, c'est le pourcentage de phases qu'on a obtenu en traversant la zone précédente. Donc le 2, il représente la quantité d'austenite qui s'est transformée en bénite. Je vais revenir là-dessus. La courbe 9, qui est pointée par la flèche qui est ici,
qui représente donc à l'inverse le refroidissement le plus lent. Vous voyez comment c'est lent, là? Quand on lit le temps, là, ça prend 8 heures à finir le refroidissement. Regardez, si on va en bas de la courbe, 9, puis qu'on lit à quelle échelle de temps ça correspond, on peut lire à peu près 8 heures. Non, c'est lent, ça. Tu sors la pièce du four, là, puis tu la laisses refroidir à l'air, puis encore là, ça serait trop rapide. Autrement dit, là, on pourrait faire en sorte, ce qu'on pourrait faire pour recréer un refroidissement aussi lent, c'est de laisser la pièce au four, mais juste de fermer le four. On le laisse là, puis ça va refroidir très très lentement. Donc, vraiment, l'acier est à l'équilibre. Donc, c'est certain que là, ce qui va apparaître, c'est uniquement de la ferrite primaire et de la perlite. C'est justement ce que le diagramme TRC prédit aussi. On voit que on traverse la début de courbe dans la partie ferrite primaire, et ensuite, on traverse la zone perlitique. Et là, vous remarquez qu'il y a un 55 d'inscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on sort de la zone ferrite primaire, ça veut dire qu'on a formé, il y a 55% de l'austenite de départ qui a fait la ferrite primaire. Donc, on a 55% de ferrite primaire. Et ensuite, on traverse la perlite. Et là, il y a un chiffre, là, à la sortie de la perlite, il y a un chiffre qui apparaît, qui est 45. Donc, 45% de l'austenite restante qui s'est transformée en perlite. Donc, on a 55% de ferrite primaire, 45% de perlite. Si vous allez sur le diagramme d'équilibre, ben, vous allez faire la règle des bras de levée inverse, vous allez arriver au même chiffre. Donc, c'est certain que les diagrammes TRC, ils sont en lien avec le diagramme d'équilibre pour les refroidissements lents. Donc, on ne transforme que qu'on obtient que de la ferrite et de la perlite, donc un acier qu'on dit à l'état recuit, soit dit en passant, à l'équilibre. Et les courbes 3 à 8, ben, remarquez là, que ces courbes-là, ben, comme la 3, la courbe 4, la courbe 5, 6, 7, 8, ouais, à chaque fois, là, les courbes, là, ils traversent toutes les phases, toutes les zones. Ferrite primaire, la perlite, la zone bénétique, puis finalement atteignent la martensite. Donc là, ça vaut la peine pour quelques-unes de ces courbes-là d'aller étudier de plus près quelle phase de quelle manière qu'on va aller chercher les phases. Donc il est possible, comme je l'ai dit tantôt, d'évaluer les pourcentages des phases pour chaque courbe de refroidissement à l'aide des chiffres inscrits en dessous des frontières. Donc j'en pointe quelques-uns ici, là. Bon. La courbe 2, par exemple, je l'ai vu tantôt, je le refais ici. Donc, puisque la bénite cesse d'apparaître lorsque la température atteint le MS et l'austenite restante se transforme en martensite jusqu'à MF. Donc, le chiffre 2 indique la quantité de bénite formée, soit 2%. Et le reste, 98%, ben, se transforme en martensite. Donc, c'est ce que la courbe 2 nous donnerait avec une dureté de 52,5 Rockwell C. Courbe 8. Ben, la courbe 8, c'est un refroidissement quand même qui est relativement lent aussi. L'acier commence à subir la transformation ferritique à un temps à peu près, je dirais un petit peu moins autour de 460 secondes, si je dis l'échelle logarithmique, là, à une température d'environ, je dirais, autour de 740 degrés C. Donc, l'austenite commence à se transformer en ferrite. Un petit peu plus tard, pour une température plus basse, la ferrite cesse d'apparaître. Donc, on a 45% de ferrite de formée. Ensuite, là, on forme l'austenite qui reste, commence à se transformer en perlite à travers la réaction eutectoïde, donc de lamelles de ferrite et de cémentite. Puis, lorsqu'on atteint une certaine température, à un temps d'à peu près 15 minutes, température d'environ 630 degrés C à peu près, bien là, hop, on arrête de faire de la perlite, puis il y a un chiffre qui apparaît qui est 35. Donc ça veut dire que j'ai formé 35% de perlite. 35% de la structure est perlite. 45 ferrite primaire, 35 perlite. Donc, vous remarquez que quand on fait la somme des deux, ça ne donne pas 100%. Ça donne 80%. Donc, c'est pas fini. Il reste encore un 20% d'austenite pas transformé encore. Mais là, l'acier n'a pas fini de refroidir. Et là, vous voyez qu'on traverse après une zone, la zone blanche. Il ne se passe rien. Donc, plus rien ne se passe dans cet intervalle de température. Tant aussi longtemps qu'on traverse la zone blanche, il n'y a pas de transformation. Donc, le 20% d'austenite, il attend encore. Jusqu'à un moment donné, où là, vous voyez, quand on suit la courbe, on finit par rentrer dans la zone de la bénite, la zone bleue.
Donc, là, j'ai 20% de sténite, là. Mais ce 20% de sténite-là, il va commencer à peu près une température autour de, si on lit bien, le 480 à peu près degrés C, en un temps d'environ une heure. Non, pas tout à fait, ouais, peut-être même pas une heure, à peu près, si on lit là, correctement, c'est peut-être plus autour de 30 minutes après le début du refroidissement, où là, l'austenite, le 20% d'austenite qui reste, qui n'est pas encore transformé, ben là, il commence à se transformer en bénite. Et puis, ça va se produire pendant encore un certain temps, jusqu'à une température plus basse. Et là, on va sortir de la zone bénétique. Donc, la transformation va s'arrêter au moment où la courbe de refroidissement croise la courbe du bas, où un chiffre qui est écrit, c'est 17. Ça donne le pourcentage d'austenite qui s'est transformé en bénite. On a 17% bénite. Donc, à ce moment-là, si on prend une photo du métal, là, à une température d'à peu près, ça correspond à peu près autour de 350 degrés C, en un temps de un petit peu moins qu'une heure, peut-être 80 minutes, pas 80 minutes, mais une cinquantaine de minutes, à peu près. Euh, Peut-être une heure, dans le fond, là, si je lis le diagramme, en tout cas, on verra. Et puis, on a environ 17% bénite, 35% de ferrite primaire, 45% de perlite. Donc, ça veut dire qu'il y a un 3% d'austenite qui n'est pas encore transformé. Donc là, on rentre dans une zone blanche où il n'y a plus rien qui se passe. OK? Donc, faut pas oublier, là, on a un 3% d'austenite qui ne bouge pas, là. Jusqu'à atteindre une température plus basse, qui est même en bas de 200 degrés C, où là, on finit par croiser le MS et rentrer dans la zone jaune. Donc, le 3% d'austenite qui n'est pas encore transformé, mais il va se transformer en martensite, finalement. Donc, bilan, 45% ferrite primaire, 35% de perlite, 17% de bénite et 3% de martensite. Donc, c'est ce que nous donnerait la courbe de refroidissement numéro 8. Un autre exemple, prenons la courbe de refroidissement 5 qui est plus rapide. Donc, l'acier commence à subir la transformation ferritique là où pointe la flèche, une température d'à peu près 690 degrés C. En un temps d'à peu près, je dirais, là, si on lit correctement, là, 45 secondes. On fait de la ferrite primaire jusqu'à ce qu'on croise la courbe de fin de transformation de ferrite primaire à exactement 600 degrés C pour un temps d'environ peut-être 80 secondes. Donc, et là, on cesse de faire de la ferrite primaire. Ben là, il n'y a pas de chiffre décrit. Il faut continuer. OK? Fait que là, on rentre dans la zone de la perlite. Là, on traverse un petit peu la zone de la perlite. Puis là, on rentre dans la bénite. Là, il y a un 10 qui apparaît. Le 10, c'est le bilan ferrite plus perlite. Ben, pour faire la distinction entre la ferrite et la perlite, ben, il faudrait faire. On peut prendre le segment entre début de transformation ferritique et le segment fin de transformation perlitique au moment où on rentre dans la bénite. Puis avec une règle, on peut mesurer relativement la longueur des deux segments. Donc le segment entre ferrite et début perlite et fin perlite et début bénite. On peut faire une petite règle de 3, puis ça nous donne une bonne estimée de la quantité de ferrite par rapport à la perlite. Donc on pourrait dire là, 6% ferrite primaire, parce que le segment est plus long dans la ferrite primaire, puis il est plus court. Là. On pourrait même dire 7%, 3%. Bon, moi j'ai décidé de marquer 6%, et là j'ai marqué 4% de perlite, parce qu'au total ça doit faire 10. Voilà. Ensuite, là on rentre dans la bénite, et là ben, on transforme. Si on suit la courbe dans la bénite, remarquez qu'on croise une courbe pointillée. Mais cette courbe pointillée-là, là, si vous la suivez, là, elle part de l'axe. Euh, Attendez un instant. OK. Donc, on croise une courbe pointillée. Et cette pointillée-là, ça correspond à 50% de l'austenite transformée. Peu importe, là, à l'endroit où je traverse, peu importe les vitesses de refroidissement, à chaque fois que les courbes traversent la ligne pointillée, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a fait 50% de ce a été transformé. Donc, quand on croise la courbe, à ce moment-là, on sait qu'on a transformé 50% de l'austenite. Donc, si on a fait 10% de mélange ferrite primaire et perlite auparavant, et puis que
là, au moment où je croise le pointillé pour la courbe 5, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai donc fait il y a 50% de ces transformés, il y en a 10 qui sont transformés en ferrite perlite, donc il y a 40% de bénite d'apparu à ce moment-là. Et là, ça continue. Et là, on est encore dans la zone bénétique, que je finis par sortir à une température plus basse, en bas de 300 degrés C, pour un temps d'à peu près, je dirais, 400 secondes peut-être. Et là, je cesse de faire de la bénite. On peut faire le bilan par le chiffre qui est indiqué juste en bas, 75. Donc 75, c'est la quantité d'austenite qui s'est transformée en bénite. Donc 75% de bénite dans la structure. Donc, et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai fait 75% de bénite, j'ai fait 10% de mélange ferrite-perlite, donc 85% de l'austenite a été transformé. Il m'en reste donc un 15% qui n'est pas encore transformé. Et puisque là, je rentre dans la zone bénite de transformation martensite, que je traverse le MS, ça veut donc dire que le 15% d'austenite pas encore transformé va, lui, à son tour, au final, se transformer en martensite. Donc, bilan, pour la courbe numéro 5, 10% ferrite perlite, 75% de bénite et 15% de martensite. Avec une dureté de 35 Coil-C. Donc, à partir du diagramme TRC, on peut évaluer le pourcentage en carbone de plusieurs façons. Là, j'ai terminé d'expliquer un peu comment on interprète un diagramme TRC, comment on va chercher les informations. Là, ici, c'est plus des connaissances en lien avec le carbone et le diagramme TRC. Donc, quasiment, c'est pas très pratique là, ce que je vais vous montrer là en industrie, là, sauf qu'au niveau théorique, c'est intéressant. Donc, à partir du diagramme TRC, on peut évaluer le pourcentage en carbone de plusieurs façons. Mettons qu'on vous donne le diagramme qui est ici, puis on ne vous informe pas sur l'alliage. On ne vous dit pas quel alliage ça correspond. Mais il y a moyen d'avoir une idée de l'acier. Du moins, on est capable d'aller chercher précisément la teneur en carbone que cet acier-là possède. De trois façons différentes à partir des informations qu'il y a dans le diagramme. Donc, la première façon, donc, on voit que la courbe 1, elle nous donne 100% martensite. Et on voit que ça donne une dureté de 54 Coil-C. Donc, on sait que c'est la dureté de la martensite. Et la dureté de la martensite ne dépend que d'une chose, de la teneur en carbone. Donc, avec la courbe de la dureté de la martensite en fonction de la teneur en carbone, ben, on a 54. Donc, je m'en vais à la position 54 Coil-C sur l'axe vertical. Je m'en vais lire sur la courbe à quelle teneur en carbone ça correspond. Donc, quand je descends la flèche verticalement, on tombe à peu près sur le point 3. Donc là, probablement 0.3, 0.31 à peu près. Là. Donc, c'est ce que je m'aperçois. Mais il y a d'autres façons d'aller chercher. Selon la courbe 9, donc à l'inverse, on prend la courbe de refroidissement la plus lente. On a vu tantôt que ça nous donnait 55% de ferrite et 45% de perlite. Ben après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben on utilise la règle des bois de levier inverse en se référant au diagramme d'équilibre. Donc là, je ne fais pas d'exemple ici parce que c'est quelque chose que vous avez vu en alliage ferreux. Donc, on prend la formule de la règle des bois de levier inverse. Dans la règle des bois de levier inverse, surtout, vous en êtes servi pour justement connaître le pourcentage ferrite et perlite en connaissant le carbone. Ici, on fait l'inverse. On vous donne le pourcentage ferrite ou perlite, on prend une des deux informations, puis avec la formule, le taux de carbone, c'est l'inconnu. On en arrive à calculer le carbone, puis si vous le faites, vous allez arriver à 0.3 aussi. Voilà. Parce que on sait bien que ça prend la teneur en carbone, ça prend du carbone pour faire de la perlite. Donc, la teneur en carbone est en lien direct avec la teneur en perlite. Il y a une dernière façon d'aller avoir une idée de la teneur en carbone. À partir de la température MS. Là où il y a un cercle rouge, là, on peut lire la température MS, c'est 350 degrés C environ. Donc, la température MS, elle dépend de la composition chimique de l'acier, puis du taux de carbone particulièrement. Donc, il y a une formule qui relie la température MS en degrés C avec la composition chimique de l'acier.
Donc, vous voyez la formule qui est ici, là. Si on connaît la teneur en manganèse, la teneur en nickel, la teneur en chrome, la teneur en molybdène, je peux, en connaissant la température qui est de 350 sur le diagramme, vous voyez, ce qui est en orange, là, c'est l'inconnu. Fait qu'on peut résoudre l'équation. Mais pour ça, il faut connaître la teneur des éléments d'alliage, par contre. Donc, si on ne connaît pas la teneur des éléments d'alliage, ce ne sera pas possible d'aller chercher de teneur carbone parce que faut rentrer les chiffres de pourcentage de manganèse, de nickel, de chrome et de molybdène. Et là, on aurait le pourcentage en carbone de cette façon-là aussi. Voilà. Donc, c'est les trois façons. Donc, peu importe la méthode choisie, pour cet exemple, on peut conclure que cet acier contient environ 0,3% de carbone. Voilà. Donc, ici, c'est un exemple d'application, le point A. Non, ça ici, je vais passer ça. Ça aussi, je m'aperçois qu'il y a des petites diapos qui sont légèrement inutiles là-dedans. Peut-être, j'avais parlé dans la capsule précédente de, de vitesse critique de 30, qui correspond à la courbe 1. Donc, qui est la vitesse la plus lente qui nous permet d'avoir 100% martensite. Donc, vous voyez la courbe de refroidissement représentée en 1 à travers le diagramme TRC que vous voyez là. Bien, elle ne fait qu'effleurer la bénite. Donc, ça veut dire quand on atteint le MS, on a 100% d'austenite, mais tout juste. Donc, on ne forme pas de bénite. Donc, c'est la vitesse de la refroidissement la plus lente qui me permet de conserver 100% d'austenite lorsque j'atteins le MS pour la transformer en 100% martensite. Cette vitesse de refroidissement-là, elle porte le nom de vitesse critique de 30 martensite. À l'inverse, la troisième courbe, la courbe numéro 3, celle-là, vous voyez que on ne forme que de la ferrite et de la perlite. Tout juste. On évite la bénite. On passe juste au-dessus. Donc, on ne fait apparaître que les phases d'équilibre. Ferrite, perlite. Ça s'appelle la vitesse critique de recuit. C'est la vitesse la plus rapide que je peux faire refroidir l'acier pour avoir uniquement des phases d'équilibre. Parce que la bénite n'est pas une phase d'équilibre. Et la courbe 2, c'est la courbe qui me permettrait d'avoir 50% de martensite. On l'appelle la vitesse critique de trempe 50% martensite. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter les connaissances acquises à travers pour le diagramme TRC en répondant à certaines questions. Donc là, ici, là, je vais prendre le temps de déplacer ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Je vais déplacer mes petites cases pour mettre du suspense dans l'air. Faire des problèmes. Donc voilà. Donc, on nous demande, comme par exemple, à partir du diagramme de la page 3.28, problème numéro 5, combien y a-t-il de bénites formées à 525 degrés C pour la courbe de 27 Rockwell C? Donc là, le diagramme dont on doit se servir pour répondre à la question est celui-ci. Donc, on a le diagramme TRC d'un acier. C'est l'acier 35NC. 35NC, c'est un système de désignation français. Donc, c'est une courbe que j'ai prise, là. Ça correspond, là, c'est proche du 4140. Donc, on a l'acier qui est ici. Puis là, on nous demande, c'est quoi la question? Je vais y revenir. Combien y a-t-il de bénites formées à 525 pour la courbe de 27 Rockwell C? Donc, c'est comme si on prenait une photo de la microstructure de l'acier lors de son refroidissement continu. Lorsqu'on prend une photo lorsque l'acier est à 525, puis qu'est-ce qu'on a dans l'acier? Avec une vitesse de refroidissement qui nous permettrait d'avoir au final 27 Rockwell C. Donc, le 27 Rockwell C ne sert qu'à identifier la courbe de refroidissement. Donc, vous voyez, là, je l'ai mis en le cercle rouge, là, 27, c'est la courbe. Donc, vous suivez la courbe qui est juste au-dessus du 27. Donc, c'est notre courbe qui nous intéresse. Et là, on nous demande qu'à 525. Fait que là, je mets une droite à 525 degrés C. OK. Et là, qu'est-ce que ça me permet de voir? Bien, au point de croisement, à 525, lorsque je croise la courbe 27, bien, on est à mesure de voir qu'on est dans la zone bénitique. Donc, on a commencé à former de la bénite. On a même formé de la ferrite. Bien, on a 25% de ferrite de formé. On a fait 12% de perlite. OK. Et ensuite, il y a une petite période où il n'y a pas de transformation. Ensuite, on rentre dans la bénite. Je commence à fermer de la bénite. Et on s'aperçoit que, bon,
on a croisé la ligne pointillée, à peu près à la température de 525. OK? Donc, je pourrais même dire que à 525, c'est la température pour laquelle j'atteins la ligne pointillée. La ligne pointillée, c'est quoi? C'est quand j'ai transformé 50% de départ est transformé. OK? C'est ça que ça veut dire. Bon. OK, je fais un petit exemple ici. OK. Donc, si j'ai fait 25% de ferrite primaire, plus 12% de perlite, OK? Donc, on sait donc qu'il y a 37% de l'ostinite de départ qui s'est formé par un mélange de ferrite primaire et de perlite. 25 plus 12, 37. Et puis là, je sais que j'ai formé de la bénite. Là, j'atteins la ligne pointillée. À la ligne pointillée, là, quand la courbe traverse la ligne pointillée, à ce moment-là, à cette fraction de seconde-là, ben, il y a 50% de de départ qui a été transformé en quelque chose. Puis on sait que de ce quelque chose, il y en a 37 que c'était transformé en mélange ferrite primaire et perlite. Donc, forcément, la différence entre 50 et 37, 13, ça veut dire que j'ai formé 13% de bénite lorsque j'atteins la ligne pointillée. Puis encore, bien entendu, un 50% de bénite qui n'est pas encore transformé. Donc, à ce moment-là, je suis en mesure de dire que j'ai fait, selon une bonne lecture du diagramme TRI, on peut répondre à la question et dire et conclure qu'on a fait 13% de bénite. Ah, j'ai marqué 2. Ouais, 13, c'est ça. 13. Donc 50% de temps transformé parce que ça correspond à la ligne, au croisement à la ligne pointillée, le 525 degrés C. Moins 25% de ferrite, moins 12% de perlite, donc 13% de bénite. Voilà. Il y a une deuxième question. Quel est le taux de refroidissement en degrés Celsius par seconde pour obtenir 26 recoils C? Bon. Comment on fait ça? Un instant. Un instant. Je vais juste. Non. OK. Donc, comment on fait ça? Ben, tout simplement, là, je vais relire la question. C'est 26. OK, pour le taux de refroidissement qui nous donne 26 recoils C, donc c'est l'autre courbe voisine. Donc, celle-là qui est ici maintenant. Donc, comment on fait pour répondre à ça? Ben, c'est tout simple. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la vitesse de refroidissement, elle change constamment, comme je l'ai précisé plus tôt. Elle est plus rapide pour des plus hautes températures, mais la vitesse de refroidissement baisse progressivement. Donc, en réalité, la question, c'est, elle nous demande la vitesse moyenne. Parce que la vitesse change constamment, la vitesse de refroidissement. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est la vitesse moyenne. C'est-à-dire du début du refroidissement à la fin, en moyenne, là, on peut tracer une droite. Donc, c'est assez simple. Tout ce que ça prend, c'est la température de début, 900 degrés C, puis la température atteinte, mettons qu'on trempe dans l'eau glacée. Donc, la variation de température, c'est 900 degrés C. OK? Puis, le temps que ça a pris, bien, il s'agit tout simplement d'aller lire. OK, là, je vais mettre ma ligne verticale ici. Pouf. Donc, on voit que la courbe, là, elle atteint le 0 degré C. On peut lire le temps. Mettre ça comme ça ici, en grossir. Donc, on peut aller lire le temps. Là, ça, c'est 10. Il y en a 10 à la 3 secondes d'un côté. 10 à la 4. Il y a des incrémentations. Là. On est à mi-chemin. Mais il faut faire attention, c'est une échelle logarithmique. Et là, vu que je ne vous ai pas encore montré comment lire correctement une échelle logarithmique, bien là, je vais vous dire comme ça, vous devez me faire confiance, là, que ça correspond en un temps donné. Et là, je vais aller voir le petit calcul que j'ai mis ici. Là. Ouais, là, je ne l'ai pas mis mon calcul, mais quand je fais le calcul, ça donne 0,325 degrés C par seconde. Donc, il s'agirait de voir quel temps que j'ai choisi. Là, j'ai pas assez détaillé mon PowerPoint pour mettre le temps, mais 10 à la 3, 10 à la 4. Ici, on est à peu près à 60 on a 1000 secondes, c'est 10 000 ici, d'un côté. Donc, on est à peu près à 7000 secondes environ. Là. Donc, il s'agit de prendre 900 degrés C, divisé par environ 5000 secondes. Là.
ben, ça va nous donner autour de 0.325 degrés C, 0.325 degrés C par seconde à peu près. Donc, c'est de là que ça vient. Une autre question ici. Combien y a-t-il de martensites pour la courbe 39 Rockwell C? En pourcentage, bien entendu. Donc, on va aller appliquer ce que je vous ai appris tout à l'heure. Donc, on parle de la courbe 39 Rockwell C, qui est la courbe qui est ici. Donc, je vais tout simplement déplacer mon petit cercle, le 39. Donc, c'est la courbe qui est juste au-dessus du 39. Donc, on va suivre cette courbe-là à partir du début de transformation. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que premièrement, c'est trop rapide pour faire de la ferrite primaire parce que la courbe l'austenite est préservée. On évite de traverser la ferrite primaire, puis on rentre directement dans la zone bénétique. OK. Et puis là, on transforme en bénite. En bénite, on sort. Il y a un moment où il n'y a pas de transformation. Je vais grossir mon image, ça va plus clair. Donc, on rentre dans la bénite. On fait de la bénite. On croise le pointillé. Donc, à ce moment-là, on sait que 50% de l'austenite s'est transformé en bénite. Donc, 50% bénite, 50% d'austenite. On continue à faire de la bénite. Et on finit par sortir de la zone bénétique. Là, il y a un petit moment, là, pendant un certain écart de température, il ne se passe rien. Et puis là, hop, on finit par rentrer dans le MS et il y a un 75 qui apparaît à côté de la courbe. Ça nous dit qu'on a fait 75% de bénite. Donc le reste, 25% de martensite. Donc la réponse est 75%, tout simplement. Donc c'est assez pas très difficile à répondre. 25% de martensite, 75% de bénite. Donc l'idée, je vais laisser faire, tracer sur le diagramme la courbe montrant le taux de refroidissement critique. Bon, ça, on l'a vu. Donc, il s'agirait de tracer une courbe là, de refroidissement. Je vais utiliser la droite qui est ici, là, à partir de 900. Donc, c'est sûr que là, je ne ferai pas une courbe, là, mais ce serait une droite de refroidissement qui passerait un peu comme ça ici. Et voilà. Donc, tout juste effleurer la bénite, là, ça, c'est la vitesse critique de 30 martenstiques. Calculer la vitesse de refroidissement permet de donner le maximum de bénite. Bon, mais ça, c'est une autre question où on peut répondre. Le maximum de bénite, là, c'est la courbe 39 qui faisait l'objet de l'autre question d'avant. C'est elle qui nous donne le maximum de minutes. 75, c'est le chiffre le plus grand dans ce qui est proposé ici sur la ligne. Donc, il s'agirait tout simplement d'aller lire. On fait 900 moins 0, puis on va lire à quel temps la courbe de refroidissement achève. Ce qui donne autour de, ça c'est 100, 200, 300. On est à peu près à 400, 500 secondes. Donc, il s'agirait de faire 900 degrés C divisé par 400, 500 secondes pour avoir la vitesse de refroidissement dans ce que j'arrive à 3,5 degrés C par seconde ici. Bon, voilà. Je vais aller tout simplement vérifier le temps utilisé. 52 minutes. Donc, ça va clore pour cette semaine. Donc, moi, mon objectif, c'était d'aller voir l'essentiel concernant les diagrammes TRC. Il y a encore d'autres choses à dire concernant les diagrammes TRC. Soit dit en passant, cette capsule-ci, là, le diagramme TRC, le refroidissement continu, ne fera pas l'objet du premier examen. Je l'ai spécifié dans la capsule précédente. Je vais vous envoyer aussi bientôt un courriel, un MIO, pour vous spécifier là, en détail qu'est-ce qui est à étudier dans l'avenir, dans les notes de cours, et quel PowerPoint vous devez voir, et quelle aussi capsule à revisionner au besoin là, pour vous préparer pour le premier examen. Donc là-dessus, ça se termine pour la semaine numéro 2.